Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est justement celui des petites et moyennes capitalisations boursières. Je dis justement parce qu'on a terminé l'intervention précédente en évoquant le cas des small caps et des perspectives qu'il fallait peut-être considérer pour ce segment ou cette classe d'actifs spécifique du marché européen, français en l'occurrence. On va parler de ces small caps pour 2023 avec Pierre Chang, spécialiste du secteur, gérant chez Tocqueville Finance, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. Bon, c'est pas une grande année pour les small caps. Autant on a un finish spectaculaire pour les grands indices, les large caps comme on les appelle. Je rabâche tous les jours que le CAC 40 Total Return est à moins 3,5% seulement de baisse depuis le 1er janvier. C'est plus compliqué. On est plus entre moins 10 et moins 20 pour les indices small et mid cap, small cap pur ou mid cap pur. Tout dépend ce qu'on regarde. Il y a souvent une tentation qui est de regarder les perdants de l'année. En se disant, tiens, si j'investissais dans les perdants de l'année au démarrage d'une nouvelle année, c'est souvent une tentation. Est-ce que cette tentation est légitime? Est-ce qu'historiquement, c'est une tentation qui fonctionne? Et est-ce que là, dans le cas spécifique de 2022-2023, c'est une idée qui peut apparaître oui, bien appropriée? sûr. Alors, historiquement, ça marche. Mais il ne faut pas se tromper quand même. Parce que après... Une baisse, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Ça peut être parce qu'il y a un moment un peu difficile de la société, voilà, ça baisse, tout le monde intègre les mauvaises nouvelles avant qu'il y ait une consolidation pour qu'ensuite le titre puisse amorcer une remontée. Donc là, ça arrive régulièrement dans les small, sachant que les small, elles ont toujours tendance un peu à amplifier les mouvements de marché. Donc je pense qu'il y en a cette année qui sont clairement fait sanctionner. Par contre, il y en a des fois, c'est des accidents. Et c'est des accidents qui remettent carrément en cause la pérennité de la société ou le business model, où là, le buy ou acheter les points bas ne marche pas. Le buy the dip ne fonctionne pas. Exactement. Ouais. Voilà, donc cette année, en fait, c'est vrai que les valeurs moyennes, le CAC Small, si on prend le CAC Small, c'est moins 19% cette année, donc c'est pas bon, sachant que le CAC 40 est à moins 3,5%. Alors c'est vrai que depuis 2017, qu'on se voit régulièrement, c'est mitigé la performance des CAC Small. Alors qu'avant 2017, on avait coutume de dire que c'était au moins 2 fois la perf du CAC 40 chaque année. Voilà, donc depuis 2017, il y a un peu de décollecte, il y a un contexte macro qui est pas génial, des risques, le Covid, etc. Et donc là, 2022, une année de baisse, et là on amplifie vraiment le mouvement, on va chercher très bas. Et donc, pour 2023, effectivement, ça peut être une idée. Moi, si je prends par exemple un peu les accidents de l'année, en tout cas les grosses baisses, on a 3 types de baisses, on va dire. La première, c'est vraiment des belles valeurs qui publient bien, etc., mais qui se payent un peu cher avant, donc dont les multiples ont un peu baissé. Donc là, c'est le cas par exemple d'Interparfums, qui fabrique des parfums, comme son nom l'indique, qui perd 23%, donc c'est pas non plus un accident, mais là ils ont encore publié récemment des chiffres au-dessus des attentes, donc là il faut peut-être regarder. Dans un deuxième temps, après, c'est les petits tickets de consommation, la petite bouteille de parfum. C'est quelque chose. On peut imaginer que c'est quelque chose qui va perdurer, même si la question du pouvoir d'achat se pose de manière exacerbée. C'est le genre de petit ticket de consommation qui peut fonctionner, quoi. Bon, eux sont des petits joueurs dans la catégorie des gros bras, mais qui arrivent toujours à se débrouiller pour avoir toujours le bon produit bien placé. Ils sont assez forts pour créer un environnement, un univers autour d'un parfum. Donc là, par exemple, récemment, ils ont obtenu la licence Moncler, donc ils vont construire toute une histoire autour de Moncler. Ils ont eu Coach, Jimmy Choo, voilà. Donc à chaque fois, ils arrivent toujours à tirer leur épingle du jeu. Sinon, il y a ID Logistics aussi, qui est une valeur qui gère des entrepôts pour le e-commerce, par exemple. Et voilà, ça, c'est un titre qui perd 27%. C'est vraiment une superbe valeur, mais qui publie toujours bien, mais là, c'est juste les multiples qui se compriment un petit peu. Voilà. Puis après, il y a des dossiers, vraiment, les valeurs qui ont été un peu mal aimées, une catégorie, c'est les valeurs de croissance qui perdent de l'argent. Donc là, c'est là. Donc nous, on en a une belle à Paris, elle s'appelle Believe, donc c'est une société qui aide les musiciens, les labels à se faire une place sur le segment du digital, les streamings, etc. Et donc c'est une valeur depuis son introduction l'an dernier qui a toujours publié au-dessus des attentes, relevé les objectifs, etc. Mais le titre perd encore 33% cette année. Voilà, donc ça, je dirais, sur cette catégorie de valeurs un peu, il y a des choses à faire sans doute. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, c'est des valeurs plutôt cycliques
qui ont déçu, quoi. Donc là, par exemple, vous avez Vicat, qui est un gros poids du CAC Small, qui est un spécialiste du ciment, qui perd une trentaine de %. Mais là, effectivement, c'est décevant. Ils n'ont pas réussi vraiment à gérer cette crise, l'aspect hausse des coûts, les prix de vente, etc. Donc ça n'a pas été évident pour eux. Donc là, forcément, la sanction, elle est importante. Sinon, il y a XFAB aussi, qui est un spécialiste de semi-conducteurs à destination du segment automobile. Là aussi, ce sont des gens qui n'ont pas très bien géré leur année. Donc, voyez, là, ces dossiers, là, je dirais, c'est presque du management. Donc, il faut faire attention, revenir sur ces dossiers-là. Il faut vraiment, faut quand même travailler et bien comprendre ce qui cloche et ce qui peut être réparé. Voilà. Et sinon, après, il y a carrément des valeurs qui étaient très aimées, type Chargeur. Donc, Chargeur, c'est un conglomérat, un petit conglomérat qui fait notamment l'entoilage pour les vestes, comme ça, par exemple, ou des films de plastique mince qu'on met sur l'électroménager avant de les vendre. Voilà. Donc, qui a très, très bien tiré son épingle du jeu sur le Covid en faisant des masques en France. Hein. Donc, ça a été vraiment salué par toute la communauté financière, la capacité du groupe à s'adapter à un environnement. Mais là, comme il va y avoir moins de masques vendus, du coup, l'effet de base est très compliqué. Le titre perd 48%. Là aussi, éventuellement, voilà, dans cette catégorie de titres, il faut faire attention. On est où dans le cycle et est-ce que le management est encore en mesure de pouvoir faire face à un environnement macro plus volatile que par le passé, sans doute. Voilà. Il faut faire attention. Ensuite, il y a carrément des accidents où là, je recommande, en tout cas moi, de ne pas y aller. Par exemple, Metabolic Explorer, hein, donc c'est des gens qui font des acides aminés, qui ont complètement changé de dimension cette année en achetant une grosse usine qui a fait qui a vendu une histoire au marché et ne l'a pas du tout respectée. Donc là, c'est moins 75% ce dossier. Là, il y a un problème de confiance. Ouais, exactement, là, clairement. Non, mais c'est intéressant parce que vous avez parfaitement décrit ces 3-4 catégories de titres, effectivement. Alors peut-être du moins risqué au plus risqué. Il y a une échelle de risque également à regarder en fonction de l'entreprise, de son business model, du management, etc. Non, mais c'est très intéressant parce que là, c'est bien catégorisé, effectivement, dans la perspective notamment de 2023. C'est un sujet qui vous anime depuis un moment, Pierre, et c'est vrai chez Tocqueville Finance en général, je crois. On peut faire le lien d'ailleurs avec les small et mid cap, parce que ce sont des entreprises généralement plus domestiques, implantées dans les territoires ou en tout cas dans les marchés nationaux de manière forte. En ce 30 novembre, la baguette française est reconnue comme patrimoine mondial de l'UNESCO après des années de démarches. Premier satisfecit du jour. Deuxième satisfecit, le CAC 40 Total Return est quasi à l'équilibre depuis le 1er janvier. Moins 3,5% seulement de baisse au moment où on se parle à 15 jours de la fin de l'année sur les marchés pour 2022. Et puis, si on prend le CAC 40 toujours depuis le point bas de mars 2020, qui reste le dernier point bas historique, en tout cas du marché sur la séquence récente, la période Covid, bien sûr, le CAC 40 est un des meilleurs indices qu'on trouve dans les marchés développés. Tout à fait. France is back. Ouais, exactement. Ouais, non, mais c'est votre mantra. Nous, c'est ce qu'on croit, c'est clair. Alors, depuis le point bas de mars, le CAC 40 fait un peu plus de 70%. Là où le S&P, par exemple, le S&P, c'est l'indice qui nous bat depuis toujours, quoi. Hein. Le S&P fait entre guillemets que plus 50. Mais là, même si on prend depuis le début d'année, le CAC 40 à moins 4, le S&P il a moins 15. Ouais. Donc là, on lui met aussi une bonne claque depuis le début de l'année. Donc ça fait hors effet de change, je précise, parce qu'il y a les effets de change qui effectivement réduisent un peu les écarts. C'est vrai. Mais parlons en devise locale. En tout cas, je veux dire, ça fait plaisir et on n'avait pas l'habitude de ça. Alors maintenant, comment on explique ça ? C'est ça, en tout cas, nous, qui nous passionne. Oui, parce que là, c'est pas juste une séquence d'une semaine ou d'un mois, c'est depuis le point bas de mars 2020. Donc il y a quand même une forme de pertinence à regarder cette séquence-là depuis plus de 2 ans maintenant. Mais aussi depuis 2 ans et demi. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que quelque chose est en train de se passer ? Nous, on le croit, et c'est ce qu'on dit aujourd'hui maintenant ouvertement et publiquement. On croit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et dans la bourse, mais dans la vie, c'est pareil. Hein, le problème, c'est d'anticiper les ruptures. Tout le monde peut tirer des lignes linéaires sur la France, ça se passe pas bien depuis maintenant longtemps et ça ira jamais bien. Voilà, ça c'est facile à faire. Mais alors, ce qui est plus compliqué, c'est d'anticiper une rupture et ensuite l'intégrer dans un portefeuille, dans une stratégie de vie, que ce soit pour son job ou quoi. Voilà. Et donc, nous, c'est la question qu'on se pose sur la France. Et là, encore mi-novembre, on a la capitalisation boursière cumulée de la place parisienne a dépassé celle de Londres. C'était jamais arrivé non plus. Ça a duré quelques jours.
Oui, mais bon, c'est pas grave, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Il y a 2015, 2014, il y avait un gap qui paraissait infranchissable. Vrai. Donc même Vrai. le fait d'être revenu à niveau. Oui. Aujourd'hui, la place de Paris, par exemple, sur les métiers de la finance, je pense qu'elle a aussi vocation à grossir et à s'enrichir. Elle a encore récemment en Temasek. Le fonds souverain indonésien. Le fonds souverain a ouvert un bureau à Paris en disant la France, c'est une zone d'investissement qui se regarde dorénavant. Donc nous, on fait cette lecture-là pour plein de raisons. Et c'est vrai que, encore une fois, là, on voit Macron aujourd'hui qui est aux États-Unis. Voilà, c'est quelqu'un qui est écouté. Voilà, pourtant, dans l'esprit des Français, quand on se promène dans la rue, on leur demande la France, ça vaut rien. Et voilà, donc, comment vous expliquez le fait que personne n'y croit en France et que autant d'investisseurs internationaux ou d'investisseurs locaux, domestiques comme vous, puissent y croire aujourd'hui? Mais bon, après, c'est pas facile d'anticiper des ruptures. Alors nous, on prend le risque de le faire. Hein, donc c'est une conviction qu'on a chevillée au corps, mais c'est pas facile. Donc les gens mettent du temps à être convaincus. Nous, est-ce qu'on a raison ou pas? L'avenir le dira, mais en tout cas, on le croit. Donc il y a plein d'éléments. Si vous voulez, aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé depuis Hollande avec la mise en place du CICE, donc le crédit d'impôt pour la compétitivité, il y a environ 100 milliards de baisse d'impôts qui a été fait en France. Voilà, ça c'est historique. Pour nous, ça peut changer la donne. Voilà, et ça, c'est déjà les prémices d'un potentiel redressement de l'économie française. Ensuite, deuxièmement, il y a un leadership continental entre l'Allemagne et la France qui est en train de changer. Et la France, on voit qu'aujourd'hui, maintenant, sur de nombreux sujets, est leader. Et les Allemands se retrouvent en minorité au niveau européen sur plein de sujets. Et donc ça aussi, dans la construction européenne, c'est très important, quoi, de pouvoir la construire à son bénéfice, quoi. Donc de plus en plus, la couverture sera tirée de ce côté du Rhin, de notre point de vue. Et puis troisièmement, toutes les classes moyennes émergentes aujourd'hui gagnent en pouvoir d'achat et sont avides de consommer la baguette et le luxe. La baguette et le luxe. Et donc, si aujourd'hui la performance du CAC 40 est bonne depuis 2 ans et demi, c'est en particulier dû au fait que le luxe fonctionne très très bien. Et là, on est vraiment complètement dans cette thématique. Merci beaucoup Pierre, ça met du baume au cœur quand même, c'est bien en cette fin d'année, en ce 30 novembre 2022, avec un CAC 40 qui signe une performance assez spectaculaire quand même, il faut le dire, au terme d'une année 2022 et de tout ce qu'on aura traversé qui restera pour les livres d'histoire. Merci beaucoup Pierre. Pierre Chang, qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse, gérant chez Tocqueville Finance. Voilà pour cette édition de Smart Bourse. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.